Bienvenue à tous pour cette plongée profonde dans le monde fascinant du sommeil. On passe un tiers de notre vie à dormir, mais on comprend encore si peu ce qui se passe réellement pendant qu'on dort. Incroyable, non? Absolument. On sait que c'est essentiel. Mais le pourquoi, le comment, ça reste entouré de mystères. Oui, on pourrait croire qu'un phénomène aussi fondamental que le sommeil serait parfaitement compris. Mais c'est un domaine plein de surprises et d'énigmes. Exactement. Pour vous donner une idée de la puissance du sommeil, vous connaissez l'histoire du comédien Mike Birbiglia. Ah oui, Il a sauté par la fenêtre d'un hôtel, en plein somnambulisme, persuadé qu'un missile allait frapper l'immeuble. oui, une illustration frappante des mystères du sommeil. Heureusement, ce genre d'incident est rare, mais ça montre bien que le sommeil n'est pas juste un état passif où on débranche. Notre cerveau est actif. Il vit des aventures. Et parfois, ces aventures peuvent se manifester de manière inattendue. D'accord. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que le sommeil d'un point de vue scientifique? En termes simples, le sommeil est un état récurrent de conscience diminuée, différent de l'hibernation ou du coma. C'est un état naturel et réversible, essentiel à notre survie et à notre bien-être. Et pourquoi on dort? Quelle est la fonction de ce besoin si fondamental? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Il n'existe pas encore de réponse unique et définitive à cette question. Plusieurs théories existent, chacune avec ses arguments et ses zones d'ombre. Imaginez un puzzle complexe où chaque pièce représente une fonction du sommeil. Ok, allons-y pièce par pièce. Alors, quelles sont les théories principales qui expliquent pourquoi on dort? L'une des théories les plus répandues est celle de la restauration cellulaire. L'idée, c'est que le sommeil permet à nos cellules, et en particulier à nos neurones, de se réparer, de se régénérer et de se débarrasser des déchets accumulés pendant la journée. Donc dormir, c'est un peu comme faire une mise à jour de notre système, en quelque sorte au camp. Exactement. Le sommeil serait une période de maintenance essentielle pour le bon fonctionnement de notre corps et de notre esprit. Et il y a d'autres pièces du puzzle, d'autres fonctions importantes du sommeil. Bien sûr. On pense aussi que le sommeil joue un rôle crucial dans la croissance et le développement. Pendant le sommeil, notre corps libère des hormones de croissance, ce qui est particulièrement important pour les enfants et les adolescents. Ah, ça explique pourquoi les bébés dorment autant. Exactement. Mais la croissance n'est qu'une partie de l'histoire. Le sommeil est aussi essentiel pour les fonctions mentales. Il améliore la consolidation de la mémoire, c'est-à-dire la capacité à transformer les informations apprises pendant la journée en souvenirs durables. Donc si on veut se souvenir de ce qu'on a appris, il faut bien dormir. Absolument. Un bon sommeil est indispensable pour apprendre, mémoriser. Et même pour stimuler la créativité, certaines études suggèrent que le sommeil permettrait de faire des connexions inattendues entre les informations stockées dans notre cerveau, ce qui favoriserait l'émergence de nouvelles idées. C'est fascinant. Dormir pour booster sa créativité. J'aurais jamais pensé à ça. Mais comment a-t-on découvert toutes ces fonctions du sommeil? Comment a-t-on commencé à percer ces mystères? Eh bien, comme souvent en science, une découverte fortuite a tout déclenché, au début des années 1950. Un chercheur nommé Eugene Zerinsky étudiait le sommeil en utilisant un électroencéphalographe, un appareil qui mesure l'activité électrique du cerveau. Un soir, il a décidé de tester l'appareil sur son fils Armand, âgé de 8 ans, pendant son sommeil. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a observé des schémas d'ondes cérébrales complètement inattendus, indiquant que le cerveau est loin d'être inactif. Pendant le sommeil, il a même remarqué des moments où l'activité cérébrale était aussi intense que pendant l'éveil, accompagnée de mouvements oculaires rapides. C'est incroyable. Donc c'est grâce à un petit garçon et à un appareil un peu étrange qu'on a commencé à comprendre les différentes phases du sommeil. Exactement. Cette découverte a révolutionné notre compréhension du sommeil et a ouvert la voie à des décennies de recherches passionnantes. On sait maintenant que le sommeil n'est pas un état uniforme, mais qu'il se déroule en plusieurs cycles, chacun composé de phases distinctes, avec des caractéristiques bien spécifiques. Intéressant. Parlez-nous un peu de ces phases du sommeil. Comment ça se passe quand on s'endort? Imaginez que vous êtes confortablement installé dans votre lit. Prêt à vous endormir, vous fermez les yeux, vous vous détendez et progressivement, votre cerveau entre dans un état de somnolence. Cette phase de transition s'appelle le stade 1 du sommeil non paradoxal ou NRM1. C'est un sommeil léger où vous pouvez facilement être réveillé. C'est pendant cette phase qu'on ressent parfois cette sensation de tomber dans le vide qui nous fait sursauter. Ah oui, ces fameux sursauts. On dirait qu'on chute d'un immeuble. C'est assez désagréable d'ailleurs. Oui, c'est une sensation bizarre, mais parfaitement normale. C'est juste le signe que votre cerveau est en train de passer de l'éveil au sommeil.
Ensuite, vous entrez dans le stade 2, du sommeil non paradoxal, ou NRMEM. C'est un sommeil plus profond, où votre activité cérébrale ralentit, votre température corporelle baisse, et vos muscles se relâchent. Donc on est vraiment endormi à ce stade. Mais on peut encore être réveillé par un bruit ou une lumière. Exactement. Puis vient le stade 3, le sommeil le plus profond de tous, appelé sommeil lent profond, ou NRM3. C'est là que le cerveau produit des ondes lentes et amples, appelées ondes delta, et que la plupart des fonctions corporelles sont au ralenti. C'est pendant cette phase que le corps se régénère le plus efficacement. Ah, le fameux sommeil réparateur dont tout le monde parle. C'est là qu'on recharge nos batteries, pour le lendemain. C'est ça. Si vous êtes réveillé pendant cette phase, vous vous sentirez probablement groggy et désorienté pendant un certain temps. Je comprends mieux pourquoi il est important de ne pas se réveiller en plein milieu de la nuit. Et après ce sommeil profond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Après environ 90 minutes de sommeil non paradoxal, le cerveau change de rythme et entre dans une phase totalement différente, le sommeil paradoxal, ou REM sleep. Le moment des rêves. Dites-nous en plus sur cette phase mystérieuse. Le sommeil paradoxal est un paradoxe, comme son nom l'indique. Votre cerveau est pas aussi actif que pendant l'éveil, avec des ondes cérébrales rapides et irrégulières, mais vos muscles sont paralysés, à l'exception des muscles oculaires et respiratoires. Attendez, paralysé. Pourquoi quoi, Eddie? C'est un mécanisme de sécurité pour vous empêcher de jouer vos rêves, physiquement. Imaginez que vous mettiez à courir ou à sauter dans votre sommeil, en plein milieu de la nuit. Ce serait assez chaotique, n'est-ce pas? Ah oui, je vois. Donc on peut rêver qu'on court un marathon, qu'on vole dans les airs, ou qu'on danse sur un volcan, mais en réalité on reste immobile dans notre lit. Exactement. Le sommeil paradoxal est une phase fascinante, où le cerveau est en pleine effervescence, créant des scénarios souvent étranges et fantastiques. Et ce cycle se répète combien de fois pendant la nuit? En moyenne, on traverse 4 à 6 cycles de sommeil par nuit, chaque cycle durant environ 4 minutes. C'est incroyable, vraiment l'impression qu'il se passe tellement de choses dans notre tête pendant qu'on dort. Absolument. Le sommeil est loin d'être un simple temps mort. C'est un processus dynamique et essentiel pour notre santé physique et mentale. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque phase du sommeil a un impact différent sur notre corps et notre esprit. Par exemple, le sommeil profond est crucial pour la récupération physique et la consolidation des souvenirs liés aux faits et aux compétences, tandis que le sommeil paradoxal semble jouer un rôle clé dans le traitement des émotions et la consolidation des souvenirs liés aux expériences vécues. C'est comme si chaque phase du sommeil avait sa propre mission, sa propre fonction spécifique. Exactement. Imaginez une équipe de travailleurs de nuit qui s'active pour réparer, nettoyer et réorganiser votre corps et votre esprit pendant que vous dormez. Chaque équipe a sa spécialité et intervient à un moment précis de la nuit pour assurer un fonctionnement optimal. Et si on ne dort pas assez d'heures, on sait que ça peut avoir des conséquences négatives, mais jusqu'à quel point? Le manque de sommeil ou privation de sommeil peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé physique et mentale. C'est comme si on privait notre corps et notre esprit de la maintenance essentielle dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Concrètement, quels sont les risques d'un manque de sommeil chronique? Sur le plan physique, la privation de sommeil augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète de type 2 et affaiblit le système immunitaire. Imaginez une voiture qui roule sans jamais faire de vidange ni changer ses pneus. Elle finira par tomber en panne. C'est une image qui part de Wise. Et au niveau mental, quelles sont les conséquences? Le manque de sommeil affecte notre humeur, notre concentration, notre mémoire et même notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Des études ont montré que des conducteurs privés de sommeil ont des performances aussi mauvaises, voire pires que des conducteurs en état d'ébriété. Waouh, c'est vraiment inquiétant. On ne réalise pas toujours à quel point le manque de sommeil peut nous mettre en danger. Absolument. Et à long terme, le manque de sommeil chronique peut augmenter le risque de dépression, d'anxiété et même de troubles cognitifs. Donc dormir suffisamment est aussi important que manger sainement et faire de l'exercice play. Exactement. Le sommeil est un pilier fondamental d'une bonne santé physique et mentale. On devrait tous accorder autant d'importance à notre sommeil qu'à notre alimentation et à notre activité physique. Et en plus du manque de sommeil, existe aussi des troubles du sommeil qui peuvent perturber notre repos. Parlez-nous un peu de ces troubles. Quels sont les plus courants? L'un des troubles du sommeil les plus fréquents est l'insomnie. Les personnes souffrant d'insomnie ont du mal à s'endormir, à rester endormies ou se réveillent trop tôt le matin, ce qui entraîne une fatigue importante pendant la journée. Imaginez que vous essayez de dormir, mais que votre esprit refuse de se calmer comme un disque rayé qui tourne en boucle. Je comprends. Et quelles sont les causes de l'insomnie? L'insomnie peut avoir de multiples causes, le stress, l'anxiété, la dépression, des douleurs chroniques, certains médicaments ou tout simplement de mauvaises habitudes de sommeil.
Et à l'opposé de l'insomnie, il y a la narcolepsie, n'est-ce pas? Exactement. La narcolepsie est un trouble neurologique qui provoque une somnolence diurne excessive et des accès de sommeil incontrôlables, même en plein milieu d'une activité. C'est comme si le cerveau se mettait en mode veille et de manière inopinée sans prévenir. J'ai entendu dire que les personnes atteintes de narcolepsie peuvent s'endormir n'importe quand, n'importe où. C'est vrai. Oui, c'est possible. Ces accès de sommeil soudain peuvent survenir dans des situations très variées, ce qui peut être dangereux et handicapant au quotidien. C'est vraiment un trouble complexe. Et parlons maintenant d'un autre trouble du sommeil assez fréquent, l'apnée du sommeil. De quoi s'agit-il exactement? L'apnée du sommeil est caractérisée par des pauses respiratoires répétées pendant le sommeil. Imaginez que vous ronflez très fort et que soudain votre respiration s'arrête pendant quelques secondes voire plus. C'est dangereux, Zut. Oui, l'apnée du sommeil non traitée peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme, comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même les accidents vasculaires cérébraux. Waouh, ce n'est pas à prendre à la légère. Comment on peut savoir si on souffre d'apnée du sommeil? Les principaux symptômes sont les ronflements forts et fréquents, les pauses respiratoires pendant le sommeil, la somnolence diurne excessive, les maux de tête matinaux et la difficulté à se concentrer pendant la journée. Si vous présentez plusieurs de ces symptômes, il est important de consulter un médecin. Et revenons à Mike Birbiglia, l'humoriste qui a sauté par la fenêtre en somnambulisme. De quel trouble du sommeil souffrait-il là? Il souffrait du trouble du comportement en sommeil paradoxal ou RBD. C'est un trouble rare qui se caractérise par l'absence de paralysie musculaire pendant le sommeil paradoxal, la phase où l'on rêve. Donc les personnes atteintes de RBD jouent leurs rêves. Exactement. Elles peuvent bouger, parler, crier, se débattre et même se blesser ou blesser leur partenaire de lit en reproduisant les actions de leurs rêves. C'est incroyable, on dirait un scénario de film de science-fiction. Oui, ça peut être très impressionnant, voire dangereux. Heureusement, il existe des traitements pour contrôler les symptômes du RBD. Et pour finir notre tour d'horizon des troubles du sommeil, parlons des terreurs nocturnes. C'est la même chose que les cauchemars Both. Pas du tout. Les terreurs nocturnes sont des épisodes de peur intenses et soudaines qui surviennent pendant le sommeil profond, généralement en début de nuit. Imaginez que vous vous réveillez en sursaut, en hurlant de terreur, le cœur battant à tout rompre, mais sans savoir pourquoi. C'est effrayant. Oui, ça peut être très perturbant, mais contrairement au cauchemar, les personnes qui vivent une terreur nocturne ne se souviennent généralement pas de l'épisode au réveil. C'est fascinant. On voit qu'il existe une grande variété de troubles du sommeil, chacun avec ses propres caractéristiques. Et maintenant, plongeons dans un autre aspect fascinant du sommeil, le monde des rêves. Ah, les rêves. Un domaine mystérieux qui a toujours fasciné l'humanité. On passe des années de notre vie à rêver, à explorer des mondes imaginaires, à vivre des aventures extraordinaires, et pourtant on ne sait pas encore tout à fait pourquoi on rêve ni ce que ça signifie. C'est vrai. On a tous fait des rêves étranges, parfois magnifiques, parfois effrayants, mais leur signification reste souvent énigmatique. D'où viennent les rêves? Pourquoi notre cerveau crée-t-il ces histoires nocturnes? Il existe de nombreuses théories sur la fonction des rêves, mais aucune n'est complètement satisfaisante. C'est un peu comme un puzzle dont il nous manque encore des pièces. Alors, essayons d'assembler les pièces que l'on a. Quelles sont les principales théories sur la fonction des rêves? L'une des théories les plus anciennes, et certainement la plus connue, est celle de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Selon Freud, les rêves sont l'expression de nos désirs inconscients, des pulsions refoulées que notre conscience nous interdit de vivre dans la vie réelle. Ah oui, la fameuse théorie de l'accomplissement des souhaits. Donc, si je rêve que je vole, c'est parce que je désire secrètement m'affranchir des contraintes terrestres. C'est une interprétation possible selon Freud. Mais attention, la théorie freudienne a été largement remise en question par les neurosciences modernes. On sait aujourd'hui que le cerveau ne fonctionne pas exactement comme le pensait Freud et que l'interprétation des rêves est beaucoup plus complexe qu'une simple lecture symbolique. Donc on veut dire que la théorie de Freud est un peu dépassée. Disons qu'elle a ses limites. Il existe d'autres théories qui offrent une vision plus complète et plus scientifique des rêves. Parlez-nous de ces autres théories. Que sait-on aujourd'hui sur la fonction des rêves? Et si on revenait un instant sur le sommeil lui-même, assis avant, on a parlé des différentes phases des troubles des rêves. Mais on n'a pas encore abordé la question de savoir comment améliorer la qualité de notre sommeil. C'est bien beau de comprendre les mécanismes du sommeil, mais comment faire pour passer de bonnes nuits et se réveiller en pleine forme? Ah oui, c'est vrai. On sait que bien dormir est essentiel, mais concrètement, comment on peut faire pour optimiser notre sommeil? Y a-t-il des astuces, des techniques, des secrets pour devenir un champion du sommeil? Il n'y a pas de formule magique, mais il existe plusieurs conseils pratiques qu'on peut appliquer au quotidien pour améliorer la qualité de notre sommeil.
L'un des plus importants, c'est de respecter un rythme de sommeil régulier. Imaginez que votre corps est une horloge finement réglée. Il a besoin d'une routine stable pour fonctionner de manière optimale. C'est-à-dire se coucher et se lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Même quand on a envie de faire la grasse matinée le dimanche. Exactement. Ça permet de réguler notre horloge interne, ce fameux rythme circadien qui orchestre nos cycles biologiques. En se couchant et en se levant à heure fixe, on envoie un signal clair à notre corps, lui indiquant quand il est temps de dormir et quand il est temps de se réveiller. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a un rythme de vie irrégulier avec des soirées tardives, des voyages des enfants en bas âge. Je comprends, la vie est rarement un long fleuve tranquille. Mais même de petits efforts dans ce sens peuvent faire une grande différence. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous coucher et vous lever à la même heure tous les jours, essayez au moins de maintenir une certaine régularité en évitant des décalages trop importants entre les jours de semaine et le week-end. D'accord, c'est un bon conseil. Et en dehors du rythme de sommeil, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer notre sommeil? Bien sûr. On peut aussi créer un environnement propice au sommeil. Imaginez que votre chambre est un sanctuaire dédié au repos, un cocon douillet et apaisant qui vous invite à la détente et au sommeil. Ok, je visualise le cocon. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Il s'agit de s'assurer que la chambre soit fraîche, sombre et silencieuse. La température idéale pour dormir se situe autour de 18 degrés. L'obscurité est essentielle pour stimuler la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et le silence, ou du moins un environnement sonore apaisant, permet au cerveau de se déconnecter des stimulations extérieures. Donc, exile les écrans avant de dormir, la lumière bleue qu'ils émettent est néfaste pour le sommeil, c'est bien ça. Exactement. Les écrans sont de véritables perturbateurs endocriniens pour notre sommeil. La lumière bleue qu'ils émettent inhibe la production de mélatonine, ce qui retarde l'endormissement et perturbe la qualité du sommeil. Il est préférable de lire un livre, d'écouter de la musique douce ou de prendre un bain chaud avant de dormir, plutôt que de scroller sur son téléphone ou de regarder la télévision. C'est un conseil que j'essaie de suivre, mais ce n'est pas toujours facile de résister à la tentation des écrans. Y a-t-il d'autres astuces pour se préparer au sommeil? Oui, on peut aussi adopter une routine relaxante avant de se coucher. Imaginez un rituel du soir qui vous aide à vous détendre et à préparer votre corps et votre esprit au sommeil. Par exemple, le P. Prendre une tisane, écouter de la musique douce, lire un livre, prendre un bain chaud, faire quelques exercices de relaxation ou de méditation. L'important est de trouver ce qui vous détend et vous apaise. Et si, malgré tous ces efforts, on a encore du mal à dormir? Si l'insomnie s'installe et devient un problème chronique, Oh, et bien un petit vin à Auvergne. il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste du sommeil. Il existe des thérapies comportementales et cognitives qui peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil et dans certains cas, des médicaments peuvent être prescrits. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Bien, merci pour tous ces précieux conseils. Je crois qu'on a fait un tour assez complet du monde fascinant du sommeil. On a exploré ses mystères, ses bienfaits, ses dangers, ses troubles. Oui, on a parcouru un large éventail de sujets des mécanismes cérébraux aux rêves les plus étranges, en passant par les troubles du sommeil les plus fréquents. Mais il reste encore beaucoup à découvrir dans ce domaine. Et c'est ça qui est passionnant. La recherche sur le sommeil avance à grands pas et on peut espérer que de nouvelles découvertes nous permettront de mieux comprendre ce phénomène essentiel à la vie. Absolument. Le sommeil est un domaine qui ne cesse de nous étonner et qui nous rappelle à quel point le cerveau humain est une machine complexe et merveilleuse. Et pour conclure cette plongée profonde dans le monde du sommeil, je vous laisse avec une question à méditer. Si les rêves ne sont que des constructions aléatoires du cerveau, comme le suggère la théorie de l'activation-synthèse, pourquoi sont-ils souvent si riches en émotions, si chargés de sens, et parfois même si bouleversants? Si ce ne sont que des feux d'artifice neuronaux, pourquoi nous touchent-ils si profondément? C'est une excellente question. Peut-être que la signification des rêves ne réside pas dans leur contenu littéral, mais plutôt dans les émotions et les sentiments qu'ils suscitent en nous. Peut-être que les rêves nous parlent un langage symbolique, un langage qui s'adresse à notre intuition, à notre sensibilité, à notre âme. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée. On espère que vous avez appris des choses et que vous dormirez encore mieux grâce à nos conseils. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée. D'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves et prenez soin de votre sommeil.